Bonjour à tous, c'est la rentrée. Alors je sais c'est triste, mais au moins je suis sûre que vous êtes décontractés, que vous êtes reposés, peut-être même que vous êtes bronzés. Moi non, hein. Je sais, je l'ai dit avant vous, pas la peine de le mettre dans les commentaires. Et pour cette vidéo de reprise, je voulais faire quelque chose de très simple, voilà, où on papote, un peu à l'ancienne, comme quand on était sur mon canapé. Et je voulais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai déjà présenté dans une émission qui s'appelle Historiquement Chaud. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un petit peu chroniqueuse sur la chaîne Histoire TV. Je vous mets une playlist ici, vous avez quelques-unes de mes chroniques si ça vous intéresse. Mais le problème avec ce genre de chronique, c'est que j'ai 6 minutes pour présenter un sujet. Alors j'ai décidé de profiter de cette chaîne pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Le sujet du jour, t'as vu comment j'ai craqué? Je suis si vieille à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai 90 ans. Le sujet du jour, c'est ce livre qui s'appelle Autopsie des cœurs célèbres de Philippe Charlier. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, Philippe Charlier fait partie de mon entourage depuis bientôt 15 ans, ce qui ne nous rajeunit pas ni lui ni moi. D'ailleurs, nous allons très prochainement former un duo sur France 5 dans une émission qui s'appelle Histoire au scalpel, que Philippe présente seul depuis bientôt 4-5 ans je dirais, mais il a eu envie de renouveler un petit peu l'expérience et de prendre un acolyte pour l'accompagner sur les fouilles, et du coup l'acolyte c'est moi. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand va être diffusé le premier épisode, mais probablement au courant du mois d'octobre. Je vous mettrai l'information dans l'onglet communauté de la chaîne. Place maintenant aux anecdotes qui m'ont fait aimer ce bouquin. Dans ce livre, Philippe Charlier va analyser des organes de gens connus. Alors de gens plus ou moins connus, et je me suis plutôt intéressée aux gens pas très connus. Comme Saint-Robert d'Arbrissel par exemple. Alors si vous êtes breton, vous allez gueuler dans les commentaires, comment ça, il est pas très connu? Oui, il est très connu chez nous, mais ailleurs, pas forcément tant que ça. C'est un homme de foi du XIe siècle. Robert d'Arbrissel est fils de prêtre, figurez-vous, car oui, le célibat des prêtres, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, ça date des réformes théologiennes qui sont proposées par Grégoire VII. C'est ce qu'on appelle en fait la réforme géorgienne, qui prône la sobriété, la pauvreté et le célibat. Voilà. Et Robert d'Arbrissel, il est à fond là-dedans. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se débarrasser d'une rombière un peu collante, hein? Bref, Robert va vivre une vie de prêtre très sérieux et il va fonder l'abbaye de Fontevraud qui est très connue parce qu'elle abrite un certain nombre de corps très célèbres, par exemple une partie des restes de Guillaume le Conquérant, puisque vous savez peut-être qu'à l'époque c'était la grande mode de découper les corps des gens et de mettre d'un côté un tombeau de cœur, de corps, d'entrailles, voilà, bref. Et Robert d'Arbrissel, il fait comme tout le monde, hein. Donc il a beau prôner la sobriété, la chasteté et l'humilité, il se fait quand même son petit embaumement comme une personne de la haute, tu vois. Le corps de Robert d'Arbrissel, il a donc fait l'objet de tout un tas de manipulations, et notamment un embaumement de son cœur. Et pour savoir comment le cœur avait été embaumé, les équipes de Philippe Charlier ont analysé la poudre de cœur au spectromètre de masse. Le résultat, c'est que le cœur a été probablement badigeonné avec de la chaux vive et du mercure. Alors ce sont deux éléments qui permettent d'assécher les tissus. Très bon choix donc, qui n'a rien d'étonnant. Et une fois que le cœur a été desséché, manifestement il a été farci avec des pétales de rose. Et ça c'est un petit peu quand même de l'ordre de la triche, monsieur Robert d'Arbrissel. Parce que normalement, si vous êtes un saint, une de vos caractéristiques, c'est que vous êtes protégé par la puissance divine et que votre corps ne va pas pourrir. On compte dans le catholicisme beaucoup de cas de corps imputrescibles et qui en plus dégageaient une bonne odeur. C'est le cas par exemple de Sainte Thérèse de Lisieux qui est très liée à l'odeur de rose. Alors en embaumant son cœur et puis en le farcissant de pétales de rose, en quelque sorte Robert d'Arbrissel, il a créé sa propre odeur de sainteté et sa propre imputrescibilité avec quelques moyens humains, pas divins. Bon, on lui en veut pas. Deuxième anecdote dont j'ai parlé dans ma chronique, la présence de cœurs momifiés de rois dans certaines peintures à l'huile. Si vous vous intéressez un petit peu au mystérieux, au cabinet de curiosité, etc., vous connaissez probablement la mumia. Pour les autres, je réexplique très rapidement. La mumia, c'est un pigment brun qui est issu de momie. C'est de la poudre de momie en fait. Alors on utilise la mumia pour plusieurs choses. On l'utilise en pharmacologie ancienne, mais on l'utilise aussi en peinture puisque c'est coloré, c'est brun,
ça peut servir de pigment à l'intérieur de la peinture à l'huile. Si vous connaissez le grand Patrick Beau, vous en avez déjà probablement entendu parler, il y a des peintres qui sont connus pour avoir utilisé de la momia dans leur peinture, notamment Martin Drolling qui a peint ce tableau, l'intérieur d'une cuisine, qui est actuellement conservé au musée du Louvre. Et bien dans ce tableau en particulier, il paraîtrait qu'il y a de la momia. Alors quand je dis momie, bien sûr vous visualisez les momies égyptiennes et vous avez raison, puisque au départ la momia elle est faite avec des momies égyptiennes. C'est d'ailleurs le bitume qui est à l'intérieur qui donne cet aspect un petit peu brun à la composition. Simplement la momia elle est devenue tellement populaire parce qu'on l'utilisait par exemple pour soigner les hématomes ou les maux de crâne qu'à un moment donné, la demande étant forte et le nombre de momies égyptiennes disponibles étant réduit, on a dû détruire des corps momifiés récents pour obtenir assez de momia pour pouvoir la vendre. Et c'est là que les rois entrent en scène. Parce que vous le savez peut-être, les rois faisaient l'objet d'une momification, nos rois de France, nos souverains. On les avait tous bien rassemblés dans la basilique Saint-Denis, un très joli coffre-fort à potentiel momia, et les révolutionnaires, bien évidemment, lorsqu'ils ont profané les sépultures, s'en sont donnés à cœur joie. Et vas-y que je te récupère le cœur de Louis XIII et le cœur de Louis XIV, enfin en tout cas, si on en croit les témoignages des révolutionnaires. Alors il y a des peintres, comme Martin Drolling par exemple, qui ont acquis cette momia royale. Et le deuxième peintre qui est en cause, c'est Alexandre Pau de Saint-Martin. Alexandre Pau de Saint-Martin, il est dans la même mouvance que Martin Drolling, simplement il n'est pas conservé au Louvre, il est conservé au très joli musée de Pontoise. Le musée a notamment cette très jolie vue de Caen à la peinture à l'huile. Les équipes du docteur Philippe Charlier ont demandé à analyser cette peinture. Et contrairement au musée du Louvre, le musée de Pontoise a dit oui. Attention, je suis pas du tout en train de pointer du doigt le musée du Louvre, je comprends tout à fait qu'il puisse être gêné qu'il y ait de la poudre de cœur royal à l'intérieur d'une des peintures qui est exposée actuellement. Je comprends qu'il ne veuille pas savoir. En tout cas, le musée de Pontoise a pris son courage à deux mains et les résultats, c'est que oui, il y a de la momie à l'intérieur des pigments de cette peinture. Alors évidemment, on saura jamais si c'est le cœur de Louis XIII ou de Louis XIV, les analyses ne vont pas jusque là, mais en tout cas, il y a de l'humain là-dedans. C'est quand même déjà assez incroyable, je trouve. Comme je suis pour la parité, je vous ai parlé d'un saint tout à l'heure, on va parler d'une sainte maintenant. Elle n'est pas très connue, elle s'appelle Pauline Marie Jaricot. Si vous êtes lyonnais, je vous vois déjà dans les commentaires, comment ça? Elle est pas connue? Elle est connue chez vous, les gars. Ailleurs, pas autant qu'elle le devrait. Parce que c'est une femme qui a fait beaucoup de bien, notamment aux ouvriers de Lyon au tout début du 19e siècle. Mais on va reprendre son histoire depuis le début. La petite Pauline, dès l'enfance, est cacochime, elle tombe gravement malade, et là, sa mère fait le vœu de mourir si sa fille guérit. Sa fille guérit, du coup la maman meurt. Ça commence vraiment comme Bambi, ça fait très mal au cœur, mais ça se termine bien, vous allez voir. Pauline Marie, elle a quand même une santé encore un tout petit peu fragile, du coup quand elle est en âge de se prendre elle-même en main, elle va faire un pèlerinage sur la tombe de Sainte Philomène, qui est connue pour ses guérisons miraculeuses. Ça fonctionne, elle se sent beaucoup mieux, elle va en parler au pape, elle a déjà de la suite dans les idées, la petite Pauline. Le pape dit « Ah oui, en effet, c'est miraculeux, félicitations Pauline ». Pour l'instant, ça s'arrête là. Pauline va vivre une vie extrêmement riche, elle monte des associations de charité, comme je vous le dis, elle fait beaucoup de bien à la ville de Lyon, et en 1862, elle finit par mourir. Mais en 2012, c'est-à-dire 150 ans très exactement après sa mort, un deuxième miracle intervient. Alors le miracle commence très mal, puisque c'est une petite fille qui s'étouffe avec une saucisse. Alors j'en profite maintenant que je suis maman, les knackis, très dangereux. Les knackis, ça glisse, voyez, ça glisse. Donc on ouvre la peau, on enlève. Ceci était un anti-partenariat knacki qu'on embrasse. Je me suis pas beaucoup reposée moi, d'accord, pendant mes vacances, donc je suis un petit peu... j'ai encore le ciboulot un peu... Bref, cette petite enfant qui a à peine 3 ans s'étouffe et fait un arrêt cardio-respiratoire qui dure plus de 30 minutes. Et si vous avez quelques connaissances en médecine, 30 minutes d'arrêt cardio-respiratoire, c'est très beaucoup. C'est beaucoup trop, en fait. C'est bien simple, au bout de 10 minutes, quand le cerveau n'a plus d'oxygène, il se met à mourir et normalement les séquelles sont irréversibles. Sauf que les parents de la petite, ils ont la foi, alors ils n'écoutent pas les médecins, ils décident plutôt de faire des prières à Pauline. Et hop, ça marche. Voilà, du coup deuxième miracle. Et le saviez-vous,
lorsque vous avez 2 miracles autour de vous, vous êtes éligible à la béatification, c'est-à-dire à devenir un bienheureux. C'est la première marche avant de devenir un saint. Donc en 2022, Pauline Jaricot est béatifiée. Maintenant, il reste la canonisation, devenir une sainte. Pour ça, il faut remporter un procès. Le Vatican est donc en ce moment en train de rassembler des pièces à conviction et ils vont tous se mettre en rond là, enfin en rond ou en carré, je sais pas comment ils font. Enfin, ça s'appelle le tribunal pour la cause des saints et ils vont tout regarder, tout analyser et décider si Pauline est suffisamment importante pour être carrément sanctifiée. Parmi les preuves à apporter à un procès en canonisation, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'imputrescibilité du corps. Sainte Thérèse de Lisieux, je vous ai fait une petite vidéo où j'en parle un petit peu. On a déterré son corps plusieurs fois et à chaque fois il était indemne. Donc ça a aidé Thérèse à devenir Sainte Thérèse de Lisieux. Pendant le procès en canonisation, le Vatican a confié les restes à l'équipe du docteur Charlier. Ils ont donc regardé le cœur de Pauline pour savoir si elle avait un petit peu triché avec la nature, comme Robert d'Arbrissel. Est-ce qu'elle aurait pas mis un petit peu de mercure, un petit peu de chaux, un petit peu de sable pour assécher le truc? Eh bien, non. Donc Pauline, bravo déjà pour tout ce que vous avez fait, et puis surtout, on croise les doigts pour votre canonisation. Ça part bien cette histoire, ça part bien. Suspense. Pour la suite, je vais sortir une petite tasse à café et on va se faire une ambiance kawa littéraire. Pour ceux qui connaissent pas, Kawa littéraire, c'est une série de petites vidéos que je fais sur Instagram où je vous parle de faits étonnants sur la littérature classique et contemporaine. Si ça vous intéresse mais que vous n'avez pas Instagram, aucun problème, je fais des compilations de ces vidéos sur ma chaîne secondaire. Car oui, j'ai une chaîne secondaire. Je vous parle dessus de littérature et je vous fais aussi des vlogs sur les coulisses de la création de mes livres. Et si vous n'êtes pas là depuis longtemps, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'écris des livres et d'ailleurs le prochain sort le 5 octobre chez Gallimard. Je ne suis que fierté. Bref, on va se pencher sur la santé des écrivains, parce que comme le docteur Charlier est un ancien médecin légiste, il est allé fouiller dans la correspondance des écrivains célèbres, puis dans leur carnet, là où ils se plaignent de leur vie de tous les jours, pour essayer de reconstituer leur dossier médical. Et je peux vous dire un truc, c'est pas triste, ça vaut le détour. Saviez-vous par exemple que Balzac est complètement addict ? À l'héroïne? À l'opium? À l'alcool? Non, au café. Mais alors au café, à des doses pas permises. Quant à Flaubert, il est mort en 1880 à seulement 58 ans. Malheureusement, c'est pas très étonnant parce que Flaubert était en surpoids important et il faisait également des crises d'épilepsie. D'ailleurs, pendant l'une de ces crises d'épilepsie, il s'est mangé le nez par terre et il en a gardé une déviation de la cloison nasale assez importante. Pour ne rien arranger, Flaubert était syphilitique, comme beaucoup de monde à l'époque, et à l'époque, la syphilis, ça se soignait au mercure et à l'arsenic. Mais vous le savez déjà si vous êtes là depuis longtemps parce que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Dans la catégorie « La famille, c'est rien que du bonheur », saviez-vous que l'auteur de 20 000 lieues sous les mers s'est fait tirer dessus par son neveu? Heureusement, son neveu Gaston visait très mal, donc il a juste pris la balle dans le pied. Mais bon, quand même, c'est pas... En 1905, Jules Verne fait un AVC et décède malheureusement 2 semaines plus tard. L'espérance de vie de Jules Verne n'était pas bien élevée puisqu'il souffrait de diabète à une époque où ça ne se soignait pas. C'est vraiment très dommage d'ailleurs, parce qu'il meurt en 1905 alors que les premiers traitements à l'insuline arrivent en 1920. À 15 ans près, c'est vraiment la tuile quoi. Mary Shelley aurait écrit Frankenstein sous privation de sommeil en 3 jours seulement. D'après la légende, ça aurait été un pari. Un peu un pari à la con. Mais bon, ne pas dormir pendant 3 jours, c'est pas bon du tout pour la santé et ça provoque des hallucinations. Ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. En gros, c'est quand le cerveau pète un câble et qui se met à voir, à entendre ou même à sentir des choses qui n'existent pas. Cette espèce d'état de rêve éveillé un peu sous tension. Eh bien, c'est peut-être ça, la source d'inspiration de cette merveille de roman qu'est Frankenstein. Même formule pour le grand Frank Kafka qui souffrait d'insomnie sévère et qui faisait exprès de se priver de sommeil lorsqu'il voulait écrire. Le gros maso. Kafka a même écrit dans une lettre à Max Brod « Il y a d'autres formes d'écriture, la nuit, quand la peur remplace le sommeil ». Voilà, c'est tout pour mes anecdotes préférées tirées de ce livre de Philippe Charlier. Bon, vous n'avez pas besoin de le lire, du coup. Ça vous fait économiser de l'argent. Comme ça, vous pourrez acheter le mien,
qui sort le 5 octobre, exactement. Plus sérieusement, j'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, on revient avec une vidéo beaucoup plus classique, dans le format Week-end mortel. Je vous emmène dans les catacombes de Paris et je vous emmène visiter une tombe qui est surmontée d'une œuvre d'art contemporaine qui vaut plus de 10 millions d'euros. Je pense qu'on va bien s'amuser. A très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres, et d'ici là, restez vivants.